paquet, eh c'est la compagnie Telefonia Nacional de España. C'est les Espagnols qui ont fait ça pour les banques. C'est un réseau commercial pour faire communiquer les banques espagnoles entre elles pour les transactions bancaires. C'est pas très connu parce qu'ils n'ont pas vraiment publié là-dessus. Alors après ça, il y a eu la série ARPANET, c'est-à-dire le premier réseau américain, TimeNet, qui est aussi un réseau américain de services bureaux, la CITA, qui était le réseau des compagnies aériennes pour le transfert des plans de vol, mais surtout pour le début de la réservation de places. Après, il y a eu d'autres réseaux. Alors, Cyclades, là, mais c'est notre réseau en France qu'on a fait, dans lequel on a, comme il a été dit, introduit la notion de datagramme qui donnait des boutons au PTT à l'époque, parce qu'ils considéraient que transmettre des données sans avoir établi un circuit, c'était vraiment pas raisonnable. Donc, c'était une transmission de données par paquet sans circuit, pour dire sans canal d'échange entre ordinateurs. Les canaux d'échange, on les fabrique après. Alors, il y a eu aussi Telenet, qui est un petit peu postérieur à ça. C'est une compagnie commerciale américaine qui a commencé à vendre du réseau. Vous avez les Anglais, EPSS, qui ont fait un réseau bien à eux. Ils conduisaient à gauche, bien sûr. Donc, ça est tombé ça n'a pas duré. Puis, finalement, X25, c'est-à-dire le réseau, la norme, je veux dire, la norme, on ne dit pas norme dans le vocabulaire télécom, on dit la recommandation X25 de ce qui était à l'époque le CCITT, maintenant c'est UITT. Donc c'est le système de normalisation des autorités télégraphiques, téléphoniques, etc. et radio. Donc ça, à partir de ce moment-là, on peut dire que ça a proliféré beaucoup, on ne va pas rentrer dans tout le détail. Donc après, on s'est aperçu qu'il y avait deux mentalités incompatibles, comme l'eau et l'huile. Pour les télécoms, qui étaient traditionnellement des monopoles, on disait on va faire ceci, on va faire une machine, un réseau comme ça, et les usagers vont s'en servir. On ne disait pas les usagers, on disait les abonnés. Les abonnés vont se servir de notre réseau, mais ils ne pensaient pas vraiment à ce que les abonnés en feraient, parce qu'ils avaient la mentalité téléphonique, on décroche, on téléphone, puis après on ne s'en occupe plus. Donc, dans le cas des données, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait des applications. Donc, les usagers, c'était un peu des zombies qui se serviraient du réseau. Alors, après ça, il y a la deuxième mentalité qui sont les abonnés, si vous voulez, les utilisateurs. Pour eux, le réseau, ça ne les intéresse pas, le réseau. Ce qu'ils veulent, c'est faire leur travail. Alors, ils veulent se connecter à un réseau qui est par là, mais le fait qu'il y ait un réseau de monopole d'État, ça ne les intéresse pas non plus. À l'époque, au Danemark, il y avait déjà plusieurs compagnies de téléphone qui faisaient des réseaux, qui commençaient à en faire. Autrement dit, l'histoire du monopole, c'était encore à la mode en Europe, mais ça commençait à vaciller aux États-Unis. Donc, chaque utilisateur, il veut simplement une connexion à un réseau pour faire transmettre ses données de ses applications. Le reste, ce n'est pas son problème. Et ça reste... je ne dirais pas que ça dure encore, mais c'est une mentalité qui est fortement implantée dans les milieux télécoms, aussi bien recherche qu'industrielle. Alors après, il y a eu une tentative de normalisation, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de réseaux, on pourrait dire amateurs, de recherche, etc., qui fait qu'il y avait une prolifération de standards différents. Ce n'étaient pas des standards, c'était on va dire des interfaces, quoi. Donc il y a eu une tentative, surtout à l'origine de l'Europe d'ailleurs, pour créer ce qu'on appelait des normes d'interconnexion de systèmes ouverts. Il fallait comprendre le terme ouvert dans le sens de constructeurs différents. Parce qu'évidemment, si c'est le même fournisseur, ça ne sont pas des normes, ce sont des propriétaires. Alors il fallait qu'il y ait 7 couches, etc. Donc, puis il fallait aussi tenir compte des systèmes antérieurs, vous voyez, les petites baraques là qui est en bas à gauche, qui n'étaient pas aux normes. Donc tout ça, c'était un gros travail. Ça a duré pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'il y a eu la crise des mainframes, les grosses machines, ce qui fait que les gros constructeurs, que ce soit IBM et les autres, se sont trouvés en perte de vitesse par manque de clients. Donc tout l'effort de normalisation s'est pratiquement arrêté. Alors évidemment aussi, il y avait les deux mentalités qu'on retrouvait dans la normalisation. Il y avait les normes de type télécom, disons recommandations. Alors c'était toujours très policé là-dedans. On ne parle que quand on a la parole ou le micro. En fait, les discussions, elles ont lieu au restaurant ou au bar. Dans les salles comme celle-ci, on est très poli, on fait simplement des suggestions.
Et puis il y avait aussi la norme, les normes standards informatiques, c'est-à-dire on est autour d'une table et on s'engueule en disant ça vaut rien, etc. quoi. Alors, c'était pas très facile de mélanger les deux types de normalisateurs. D'ailleurs, il n'y a plus de normes maintenant, pratiquement. Vous avez Google et compagnie. Bon, alors, ce qui est arrivé après, 1984, vous savez qu'il y a eu un bouquin qui s'appelait 84. Hein. Ce n'est pas de celui-là dont je parle. C'est la déréglementation aux États-Unis. On en a parlé pendant longtemps. Ça avait commencé autrefois par la déréglementation des modems. Le premier stade, ça a été de dire les modems, on peut les acheter ailleurs que chez AT&T. Belle affaire. Alors petit à petit, bien que les télécoms européennes disent ça n'arrivera jamais chez nous, en fait c'est arrivé quand même petit à petit par pression politique d'une part et par concurrence sournoise. Par exemple, comme les lignes téléphoniques pour les lignes de transmission entre l'Europe et les États-Unis étaient fort chères, alors on pouvait, si on passait par l'Angleterre ou par la Belgique ou par les Pays-Bas, ça coûtait moins cher que de faire directement de Paris à Washington. Hein. Alors finalement, la concurrence s'est installée de manière bizarre. Et après, il y a eu officiellement la mise en concurrence des compagnies de téléphone pour fournir des services de données. Bon, alors, ensuite, on a découvert que les sociétés qui avaient commencé à s'installer sur les réseaux mettaient en place, enfin pas eux-mêmes, mais leurs clients mettaient en place des services. Alors c'est là qu'on a découvert, par exemple, qu'on pouvait acheter du café sur le site du Monde. Oui, tout simplement parce que Le Monde avait mis en place, comme pas mal d'autres journaux français, des sites d'information, nouvelles, etc., qui n'étaient pas payants à l'époque. Et pour attirer des clients, pour dire, valoriser et rentabiliser leur site, eh bien, ils acceptaient de fournir, héberger, pourrait-on dire, par le terminologie de maintenant, héberger des activités hors leur activité habituelle. Donc on pouvait faire du shopping sur n'importe quoi, sur un certain nombre de sites. Un site fort connu à l'époque, c'était les dernières nouvelles d'Alsace, parce qu'ils avaient introduit, les premiers en France, les messageries roses. Hein. Donc ça permettait d'avoir des conversations plus proches de la vie courante, n'est-ce pas, sur des sites informatiques qui étaient censés réserver à des choses sérieuses comme l'éducation, la fiscalité, etc. Bon, alors après, bien écoutez, on a continué. Alors ça va? Non? Bon, voilà. On a découvert que tout le monde n'était pas honnête. Il y avait, comme dans la vie courante aussi, comme sur les journaux, comme à la radio, il y a des bonimenteurs, des gens qui racontent. Dans bonimenteur, il y a menteur. Hein. Donc, ils vous racontent des belles choses, mais c'est faux. Et puis, vous pouvez passer des commandes, mais ou bien ça n'arrive pas, ou bien ce que vous recevez, ce n'est pas vraiment ce que vous aviez prévu de recevoir, et ainsi de suite. Donc, bien que ça paraissait sympathique de passer des commandes par l'Internet, on découvrait qu'il y avait quand même des codes de bienséance et de malséance. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne reçoit pas ce qu'on a commandé et qu'on a commandé quelque part aux États-Unis ou en Colombie ou tout ce que vous voulez, ou en Chine? Il n'y a pas la Chine encore. Enfin, disons, il y avait des sites, on ne savait pas très bien où ils se trouvaient et on n'avait pas ce qu'on voulait. Et où est-ce qu'on se plaint? Il n'y avait pas moyen de se plaindre. Hein. Allez donc, vous avez pris un risque. Hein, c'est comme signer un chèque en bois. Si vous ne pouvez pas payer avec ça. Donc c'est un peu des chèques en bois au début, l'Internet. Hein. Mais il y avait quand même des gens qui s'en servaient, qui prenaient le risque. Souvent, on n'achetait pas grand-chose. Hein, quelques dizaines de francs. C'était des francs à l'époque. Hein. Suite. Bon, j'arrête là les détails que vous connaissez tous maintenant, finalement. La vie sur le net, vous l'avez expérimenté vous-même, donc on va s'arrêter là. Parler de l'architecture. L'architecture, c'est un petit peu... c'est pas facile à comprendre quand on est usager, simplement. Par exemple, quand vous avez affaire à une société de voyage, vous allez à une adresse en ville, ou bien vous téléphonez, vous discutez avec les gens qui font le voyage, mais ils sont dans un bâtiment. Mais le bâtiment, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est le voyage que vous voulez faire. Et ce bâtiment, il a bien fallu qu'il soit construit avec des architectes, qu'on ait prévu les ascenseurs, les toilettes, et puis ainsi de suite, quoi, éventuellement le restaurant. Donc il faut construire l'environnement dans lequel ces choses vont marcher. C'est ça qu'on appelle l'architecture quand il s'agit de BTP,
Mais en fait, l'architecture, ça existe dans tous les systèmes un peu complexes. Donc, il y a une architecture Internet. L'architecture de base, c'est celle qu'on a faite en France, d'ailleurs, avec les datagrammes, parce qu'avant, les États-Unis avaient introduit le réseau ARPANET, mais il fallait que tout le monde soit raccordé à un réseau unique qui était américain. Quand ils inventent des choses, en général, il faut que ce soit unique et américain. Alors, en Europe, c'est inconcevable. Avec tous les pays, les langues qu'on a, si on construit quelque chose, il faut prévoir que ce sera diversifié, qu'il y en aura un peu dans tous les pays, avec éventuellement des différences quelquefois difficiles à compenser. Donc, ce qu'on avait prévu de faire, c'est donc un ensemble de réseaux qui ne transportent que des paquets. C'est tout. Pas d'adresse, etc. Mais une adresse comme les cartes postales. Voilà, ce paquet, il va à tel endroit. Le paquet suivant, il va à tel endroit. Ils peuvent prendre des chemins différents. Ce qui fait la remise en forme, c'est le destinataire. Le destinataire, il voit les numéros de paquets et il les met dans l'ordre convenu. Et puis c'est tout. De même que quand vous recevez des cartes postales, il y a numéro 1, 2, 3, 4, 5. C'est une histoire, vous mettez les cartes postales les unes derrière les autres. Voilà. Donc c'est un petit peu pareil quand on va au théâtre. Au théâtre, vous avez un numéro de billet. On n'oblige pas les gens à arriver dans l'ordre des numéros de billets quand même. On les prend au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc tout ça, ça paraissait naturel, mais uniquement chez nous. C'était encore une invention qui était assez suspecte. Mais finalement, ce qui l'a sauvé, c'est que les Américains l'ont choisi au bout du compte. Après avoir constaté ce qu'on avait fait, ils ont décidé qu'ils allaient construire l'Internet sur le même modèle. Ils ont changé un peu le protocole pour dire que c'était eux qui l'avaient fait, c'est tout. Alors après ça, donc, on a pu commencer à monter des systèmes qui pouvaient se multiplier à l'infini, parce qu'il suffisait de mettre les mêmes conventions d'échange de paquets. Et les protocoles, il fallait les faire. Alors c'est devenu TCP/IP. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de gens qui savaient ce que ça voulait dire. Alors, ce qui a été aussi introduit, c'est les noms de domaine. Alors ça a été également introduit par les États-Unis. Et comme par hasard, ils ont fait un système qui est centralisé sous la conduite des États-Unis. Alors, à l'époque, évidemment, c'était au début des années 2000. Non, en fait, c'était commencé en 83, ça, mais c'était assez technique. Après, on a vu, quand il y a l'offensive marketing américaine pour faire adopter ça, tous les gouvernements européens n'ont absolument rien compris à l'affaire. Pour eux, l'Internet, c'était encore un gadget de chercheurs, ça n'avait pas d'intérêt, surtout au plan électoral. Donc, ils ne sont pas intéressés à ça, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un système centralisé aux États-Unis pour les noms de domaine. Voilà. Bon. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Alors, en fait, ça date de 82-83. Alors, le terme qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien, c'est DNS, Domain Name System, qui était supposé un truc extrêmement important, compliqué, fragile, etc. En fait, ça n'est qu'un annuaire, c'est pas autre chose. C'est l'annuaire qui comporte dans lequel il y a les noms de sociétés ou d'individus, et puis le numéro auquel on va s'adresser à eux. C'est tout à fait comparable à un annuaire téléphonique. Mais comme c'était nouveau, il fallait que ce soit compliqué. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que ça a été construit sur un modèle ASCII, bien sûr, parce qu'aux États-Unis, avec les 26 lettres de l'alphabet, il n'y avait pas de diacritique, pas d'accent, pas de complications de cédille, etc. Donc là, au départ, ça a été le problème, c'est qu'il fallait qu'on écrive tout en ASCII, avec lettres, chiffres et hyphen, c'est-à-dire le tiret. LDH, ça veut dire letter, digit, hyphen. Les trois catégories de caractères que vous pouviez utiliser. Et puis évidemment, le système n'était pas physiquement dans la même boîte. Il était comme tous les gros annuaires, le téléphone aussi d'ailleurs, à des morceaux d'annuaires dans pas mal de systèmes. Et donc, c'était un système hiérarchique basé en fait sur le modèle de ce qu'était Unix à l'époque. Ensuite, il fallait donc des adresses. Alors, comme les États-Unis ne pouvaient pas avoir en peinture l'Union internationale des télécoms, ils ont décidé de créer eux-mêmes leur système de numérotation qui était formé de chiffres, points, etc. Et ils ont pris une dimension de 32 bits. 32 bits, ça faisait 16 milliards, je crois, un truc comme ça. Ça paraissait tellement énorme qu'il n'y aurait jamais besoin de plus de 32 bits. Bon, maintenant, il en faut 128. Alors, ils ont commencé par se servir, bien sûr, parce qu'ils étaient les fabricants de ce système.
Donc ils se sont servis largement. Au début, ils avaient 85-90% des numéros disponibles. Petit à petit, les autres pays ont commencé à rattraper. Mais ça n'a jamais dépassé, en gros, 45% pour les États-Unis et le reste pour le reste du monde. Les États-Unis, c'est 280 millions d'habitants. Le monde, c'est combien? 7 milliards, un truc comme ça. Bon. Non, peut-être pas tant, 5, je ne sais plus. Toujours est-il que la disproportion était telle que les gens ont commencé à chercher des combines, des systèmes de concentration qui permettaient d'économiser des numéros. Ben maintenant, il n'y en a plus de numéros. Ils sont tous pris. Ben, il y en a dans les poches. Les compagnies, comme les premières compagnies américaines qui étaient là-dessus, ben, ils avaient tout simplement 16 millions de numéros pour commencer. Mais comme ils ne s'en sont pas servis, ils les ont dans leur poche et ils les vendent au marché noir. Bon, alors ça, c'est la vie. Hein. Si vous voulez le savoir, il y a les URL en bas. Donc, aujourd'hui, il faut vivre avec la pénurie qui a été créée, mais il y a eu un nouveau système d'adressage dont je dirais 2 mots peut-être. Hein. C'est un deuxième format de paquet dans lequel l'adresse fait 128 bits. Alors, il a fallu appeler le premier modèle que vous venez de voir, c'est IP pour Internet Protocol, et puis le chiffre V4 qui veut dire c'est le premier. Le second, ben, c'est IP V6, c'est tout. Mais il n'y a pas encore beaucoup de gens qui s'en servent. Maintenant, voyons voir qui s'occupe de l'Internet, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de principes, de règles, de gens qui s'en occupent. Alors pour cela, les États-Unis ont créé l'ICANN. Quand on est dans le milieu, on dit I can. Hein, bon, I can ou I cannot. Donc l'ICANN, c'est une société privée californienne, parce que pour qu'il n'y ait pas trop de méfiance de la part des étrangers, et puis aussi pour avoir une meilleure efficacité locale, les États-Unis ont donc créé l'ICANN comme étant en fait un représentant du département du commerce. Autrement dit, l'Internet qui à l'époque était plutôt côté un peu militaire et surtout recherche, ben, c'est devenu du business. Hein. Donc le but c'était de faire de l'argent. Alors on a donc créé l'ICANN et on a commencé à vendre l'ICANN au monde entier. Bon, je veux dire, en Europe, ça a très bien marché parce que personne ne savait ce que ça voulait dire, ça n'avait pas d'intérêt, ainsi de suite. En Chine, ils n'ont pas marché. D'abord parce qu'ils sont chinois, ils n'ont pas la même écriture, mais toujours est-il que, ça, je vous en parlerai après, c'était pas simple. Alors on ne sait pas très bien combien il y a d'employés parce qu'il y a énormément de conseillers qui travaillent là-dessus. On ne sait pas non plus quel est le budget exact. Il varie, il doit être de l'ordre de 100 millions, parce que comme ils ne sont pas obligés de déclarer leur bilan financier, ils font tout ce qu'il faut pour qu'on ne puisse pas le connaître. Je vous défie, si vous trouvez le budget de l'ICANN, dites-moi où ça se trouve. Hein. Alors, il y a des tableaux chiffrés dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Plus pas mal de comités, etc. C'est très bureaucratisé, parce qu'il fallait quand même servir tous les copains, quoi. Donc, chaque fois que vous faites une étude, il faut prendre un comité pour le diriger, un working group. Après, il faut prendre un working group pour vérifier ce qu'a fait le working group, et ainsi de suite, quoi. Et puis, ils ont aussi créé récemment des bureaux à Singapour, à Istanbul, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent, mais ils en gagnent pas mal. Alors, le fonds de commerce, c'est de vendre un peu des numéros, mais les numéros, non, parce qu'ils ont sous-traité ça à un certain nombre de sociétés, il y en a 5. Il était important que ça ne coïncide pas avec les frontières de pays pour éviter que les gouvernements s'en occupent. Donc en Europe, il y a le RIP, c'est-à-dire RIP, ça veut dire réseau Internet européen, réseau IP européen. Et puis il y a l'asiatique, il y a le sud-américain, il y a l'américain, il y a l'africain. Bon. Alors ça, c'est des sociétés sans but lucratif, mais ça ne veut pas dire sans bénéfice non plus. Et donc, ils distribuent les numéros IP. Mais l'important, c'est les noms de domaine, parce que ça, c'est de l'air chaud, les noms de domaine. Hein. Donc, ça n'a aucune valeur physique. Ce qui en fait l'intérêt, c'est la rareté, parce que le système est conçu pour que les noms soient uniques. Uniques en ASCII, bien sûr. Ça veut dire que si vous avez un nom qui soit français, qui soit espagnol, ou qui soit indien, ou qui soit arabe, il faut qu'il soit d'abord traduit en ASCII. Et ça, ce n'est pas l'ICANN qui s'en occupe, c'est votre poste terminal qui s'en occupe, qui fait ça dans votre machine à vous avant de faire une demande. Donc tous les noms sont uniques en ASCII, et ça se vend. Ça se vend parce qu'il
ils ont mis en place des systèmes du genre grossiste détaillant qui fait que tout ça remonte. Vous payez à votre FAI et au bout du compte, FAI c'est fournisseur Internet, fournisseur d'accès Internet. Et ça remonte jusqu'à l'ICANN qui touche un pourcentage de tout ça. Ce qui fait qu'ils ont un revenu considérable par an dû au nom de domaine. Bon, alors ça c'est leur... je ne dirais pas que c'est leur plateforme, c'est leur pain quotidien. Alors maintenant, si on regarde ça d'un œil un petit peu extérieur, ben, on voit qu'en réalité, l'Internet à l'heure actuelle, mais ça on le savait depuis un certain nombre d'années, c'est essentiellement sous le contrôle de lobbies américains, c'est-à-dire les industriels américains qui participent bien sûr à l'établissement des standards de l'Internet et qui par ailleurs ont de l'argent. Ils ont de l'argent à la fois pour payer ce qu'il faut pour avoir ce qu'ils veulent et puis ensuite pour contrôler le gouvernement américain, c'est-à-dire, vous savez que ça s'achète les votes. Hein, bon. Donc ils ont de quoi obtenir leur point de vue, de faire adopter leur point de vue. Alors par exemple, on voit le Document Object Identifier, si vous regardez là-dessus, ben, c'est une norme de conception de documents, de structure de documents, qui a été créée par des collègues à nous, américains, et qui aujourd'hui ont été adoptés par la communauté européenne sans le moindre appel d'offres, comme ça. Hein. Alors que pour commander n'importe quoi d'autre, il va falloir faire des tas de papiers pour justifier qu'on est le meilleur fournisseur. Donc il y a une forte, on pourrait dire, incidence de pression politique qui vient des États-Unis pour tout ce qui concerne l'Internet. Il faut dire que l'Union européenne est pratiquement sous contrôle d'un certain nombre de, je ne dirais pas d'espions, mais d'intermédiaires états-uniens. Alors, ce que fait aussi le pouvoir de cette capacité de fixer les noms de domaine et aussi les numéros d'accès, eh bien, c'est qu'il contrôle le développement de l'Internet. Pour avoir des numéros supplémentaires, tout ça, il faut passer par les bureaucraties qu'ils ont mises en place, et il faut payer. Il faut surtout attendre, parce que ce n'est pas forcément très cher, mais ça peut prendre des mois et quelquefois des années. Et puis, évidemment, par ailleurs, ça leur permet de collecter tout ce qui vous concerne, parce que pour avoir des numéros IP, par exemple, il faut justifier que vous avez un plan de développement qui montre que vous allez vous en servir, que vous vous êtes servi des précédents. Autrement dit, ils ont une espèce de radar sur votre activité commerciale. C'est de l'espionnage économique, hein, ça, il faut dire son nom. Hein. Pardon. Donc, on avance dans le système. Quid au plan international? Ben, il n'y a pratiquement pas de loi au plan international. Il y a éventuellement des recommandations, des déclarations, etc. Mais au niveau des Nations Unies, il n'y a aucune coercition. La coercition peut venir de traités que les États passent les uns avec les autres, c'est tout. Il peut y avoir des histoires de loi quand c'est vraiment des crimes qui sont en jeu, mais enfin, ce n'est pas encore le cas dans l'Internet. Pratiquement, les gouvernements n'ont pas de pouvoir de décision, parce que tout est... Les verrous de l'Internet sont aux États-Unis. Alors, on peut toujours dire ce qu'on veut, c'est pas ça qui les oblige à changer d'avis. Il n'y a que le gouvernement américain qui peut, quand il le veut, décider que, par exemple, ils vont fermer votre site web aux États-Unis ou dans une succursale américaine qui n'est pas aux États-Unis. Ça, il suffit qu'eux, ils le décident. Ils n'ont pas à vous donner de justification. Évidemment, les usagers là-dedans, ils ne comptent pas beaucoup. Il y a ceux qui veulent profiter du système, avoir des voyages, des hôtels, etc. Ils peuvent y arriver. Mais en fait, c'est quand même largement un système de copains, quoi. Évidemment, ça, c'est pas forcément bien vu de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a fait un bout de temps que les gens râlent. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en 1998, la Tunisie a proposé de faire un sommet mondial aux nations, au niveau des Nations Unies, avec comme objectif d'étudier ou de proposer les fondements de la société numérique. C'était de la formation, je devrais dire. Bon, très bien, ça a été adopté. Ça s'est fait en coopération avec la Tunisie et l'UIT. L'UIT, c'est l'Union internationale des télécommunications qui est à Genève. Et la Tunisie, à l'époque, c'était Ben Ali, un libéral, comme vous savez. Alors, les travaux ont donc commencé en 2002. Le premier sommet a eu lieu à Genève en 2003, le deuxième à Tunis en 2005.
Et comme dans tout sommet, il y a évidemment beaucoup de contacts entre les différents pays qui participent. Et dès le départ, ce n'est pas vraiment la société de l'information qui était le fond du problème, c'est que l'ICANN n'avait pas de légitimité. Il a été créé par les États-Unis, société américaine, californienne, non-profit, dépendant du département du commerce. De quoi se mêlent-ils, hein? Ils n'ont aucune légitimité. Bon, très bien. Et puis par ailleurs, ils parlent en ASCII. Tout est en ASCII. Donc ça, c'est pas non plus très bien pour les pays qui ont d'autres langues. Les adresses, ils ont la main dessus. Les racines, je n'ai pas encore utilisé le mot. Bon, c'est simplement une partie, c'est le sommet de l'annuaire. Dans tous les systèmes d'annuaire, vous avez évidemment le bouquin qui vous donne le détail de ce qu'il y a dans l'annuaire, mais c'est pareil. C'est la table des matières de l'annuaire de l'Internet. Et puis, la sécurité, ben c'est simple, il n'y en a pas. Parce que quand on a fait l'Internet, il y a 40 ans ou plus, la sécurité, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Il fallait que ça marche, c'est tout. Maintenant, qu'il y ait des faussaires qui puissent trafiquer ça, on se disait que ça devrait arriver, mais on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Le spam, phishing, vous connaissez, bon, tout ça, ce n'était pas prévu au programme. Mais ça n'intéresse pas l'ICANN, ça. Ça, c'est votre problème. Hein. Les contrôle des contenus. Alors là, c'était le problème, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'aiment pas les contenus qui touchent au gouvernement, à la religion, à la fiscalité, etc. Il faut se tenir à carreau. Donc, il y avait là la bagarre entre ceux qui veulent que l'information circule partout, les États-Unis, par exemple, parce qu'ils veulent vendre. Ils veulent, on pourrait dire, envahir les marchés des différents pays, donc ils ont intérêt à ce que l'information circule. Maintenant, les pays qui sont soit protectionnistes, soit, on pourrait dire, autoritaires, n'aiment pas beaucoup ça. Donc, finalement, le contrôle des contenus a commencé par se faire de manière insidieuse. Hein. C'est-à-dire, on ne le dit pas, mais on le fait, quoi. Au bout du compte, il y a eu un document qui a été publié, mais 6 mois avant que ce document soit publié, les États-Unis ont fait savoir que de toute façon, il ne changerait rien. Bon, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Mais ce n'était pas gentil. Alors finalement, ils ont accepté qu'on crée un forum de la gouvernance Internet, tout en disant que ça ne servait à rien, que c'était de la duplication avec ce qui existait, que ça prendrait beaucoup de temps perdu, etc. Donc ils étaient contre. Alors ce forum de la gouvernance Internet, dans le cadre des Nations Unies, était ouvert à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les gens qui se sentent concernés. Et par ailleurs, il fallait évidemment qu'il y ait le multilinguisme, la régionalisation, enfin disons, que ce soit moins centralisé en tout cas. Et puis que les États coopèrent mieux. Alors ça, on ne sait toujours pas encore ce que ça veut dire. Et ça, c'était il y a 10 ans. Alors ce qui est sorti, c'est un papier qui s'appelle l'agenda de Tunis, on en entend souvent parler. Bon, c'est un papier qui fait dans les 60-80 pages à peu près, où on dit ce qu'il faudrait faire. C'est pas, évidemment, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas réalisées. Bon, parlons maintenant des standards. Alors les standards, évidemment, il y en a toujours besoin dans le système technique. Alors ça a été créé de nouveau par les États-Unis, parce que les organismes de standardisation, comme l'ISO par exemple, qui était le lieu où en principe il fallait discuter de ça, alors c'était pas bon pour les États-Unis. D'abord parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. C'est un pays où chaque pays a une voix. Alors ça, c'est pas bon, ça. Alors la deuxième chose, c'est qu'il faut du temps. Oui, il faut du temps, c'est vrai. Et puis la troisième chose, c'est que ils veulent aller vite. Hein. Leur idée, c'était quand même d'envahir le monde avec l'Internet pendant que ça tourne. Il faut en profiter pour le faire passer partout. Après, on discutera. Alors, enfin, ça prend énormément de temps, par contre, pour les spécialistes, qui, comme ça se passe au niveau de l'Internet, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui travaille dans les 24 heures. Il y a toujours des gens qui contribuent. C'est-à-dire que vous arrivez, si vous levez le matin, vous avez 50-100 messages à regarder, techniques, bien sûr. Ça demande beaucoup de temps des gens qui travaillent là-dessus. Alors, leur méthode pour décider, ce n'est pas basé sur les voix, puisqu'on considère que les voix ne sont pas pertinentes. C'est basé sur des trucs comme fait du bruit. Enfin, ça se passe comme ça à la bonne franquette. C'est ce qu'ils appellent le rough consensus. Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a quand même une majorité qui domine. Et il ne faut surtout pas que les gouvernements s'en occupent, parce qu'ils ne font que des bêtises, les gouvernements, bien sûr. Alors, pour vous donner une idée, moi j'ai fait des statistiques sur les auteurs des RFC, qui veulent dire Request for Comment, c'est-à-dire pratiquement les papiers qui s'appellent standards Internet. Ben, on voit que 79% ou 80%, mettons pour arrondir, des auteurs sont des ingénieurs de sociétés américaines. Ben, le reste, c'est des peanuts.
Et c'est évidemment des gens qui travaillent pour l'industrie, qui sont payés pour être dans ces réunions-là par leur industrie, par leur employeur. Alors que théoriquement, les gens qui viennent, ils viennent avec leur propre monnaie, avec leur argent. Mais en fait, il y en a très peu qui peuvent le faire. Donc pratiquement tout le monde est d'une manière ou l'autre subventionné, mais en très large part par les industries américaines. Alors on ne peut pas dire que ce ne soit pas bon, au contraire, mais ils sont très bons du point de vue technique. Ce n'est pas la question. La question, c'est que, comme on dit, c'est bottom-up, c'est-à-dire il n'y a pas de décision à un certain niveau de représentation, c'est au bruit de fond que ça se décide. Donc comme ils sont très nombreux, ils ont en général, ils font plus de bruit de fond que les autres. Et puis le Rauf Consensus, ben, ça veut dire que là encore, et puis, si on est très nombreux, qu'on est compétent, qu'on a de l'argent, ben, fatalement on domine, il n'y a rien à faire. Et bien sûr, ce sont les intérêts américains qui sont pris en compte les premiers, ça c'est clair. Alors fatalement, quand il y a des choses comme ça, s'il n'y a qu'un pape, il y a un antipape quelque part. Donc ça s'est passé, c'est les Chinois. Ils sont très... Vous savez que la Chine, il y a les murailles de Chine, en pierre, se visitent. Mais c'est un petit peu leur mentalité, il ne fallait pas laisser la pénétration en Chine des idées extérieures qui sont forcément pas adaptées au pays. Donc, ils ont fortement, on va dire, bataillé pour que dans l'agenda de Tunis, on écrive bien que chaque pays n'est pas autorisé à se mêler de la manière dont les autres pays gèrent leur nom de domaine, Internet, etc. Ça veut dire, faites ce que vous voulez, mais nous, on fait ce qu'on veut. Bon. En fait, ce n'est pas respecté, parce que bien souvent, c'est les pressions américaines qui obligent les autres pays à suivre. Mais dans le cas de la Chine, c'est très clair. Ils se sont séparés tout simplement. Ils ont fait leur Internet en chinois, en IPv6, pour avoir des adresses, parce qu'ils n'avaient pas assez d'adresses. Ils sont indépendants des États-Unis, point à la ligne, mais ce n'est pas ce qui les empêche d'avoir l'Internet. Ils ont pratiquement maintenant près de 800 millions d'utilisateurs d'Internet, c'est-à-dire plus que les États-Unis, l'Europe et beaucoup d'autres pays du monde. Donc ça leur a plutôt réussi. Ils ont deux annuaires, l'un en chinois traditionnel, l'autre en chinois simplifié. Et puis, ils ont aussi un annuaire occidental pour les gens qui sont très bien, les gens bien notés, qui ont le droit de communiquer avec l'extérieur et qui donc, en vice-versa, peuvent recevoir des messages de l'extérieur, qui lui est sur les standards Internet occidentaux. Donc, c'est très fermé, mais ça fonctionne. Partout où on va en Chine, il y a des cybercafés. Sans police, il n'y a pas de gens qui vous demandent votre carte d'identité pour ça. Donc, c'est finalement quelque chose d'intéressant. Alors, chose que souvent les gens ne connaissent pas, c'est que avant que l'ICANN existe, il y avait déjà des schismes, mais américains. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y avait des sociétés qui espéraient faire de l'argent avec vendre des noms de domaine comme l'ICANN. Donc, ils ont créé leur société pour être indépendants et vendre des noms de domaine à part. Bon, c'est généralement considéré comme des racines alternatives, qui ne sont pas très bien vues d'ailleurs par la nomenclatura habituelle de l'Internet. Ça commence à faire tache d'huile. L'huile, ce n'est pas encore des grosses taches d'huile. Moi, j'ai créé une société pour faire ça, par exemple, en France, il y a 3 ans déjà. Normalement, c'est le genre de choses qui devraient être naturelles, parce que quand il y a un système unique au monde pour faire les annuaires, on se dit quand même, les annuaires, il n'y a vraiment pas de raison que ce soit centralisé. Est-ce que les annuaires téléphoniques sont centralisés? Vous imaginez un monde où tous les annuaires nationaux devraient être gérés par des compagnies situées aux États-Unis ou dans des pays comme ça? C'est pas si sorcier que ça, un annuaire, enfin, quoi. Donc, pour l'instant, on en est au stade des jeunes pousses qui lancent des propositions. Et donc, le but, c'est d'avoir la partie qui est à droite de votre nom de domaine, hein, c'est .eu, .com, .etc. Ben pour ça, pour l'instant, c'est contrôlé par les États-Unis. Si vous voulez avoir le vôtre, allez ailleurs. Ben, justement, c'est l'offre qui commence à se faire. Si vous voulez aller ailleurs, ben on sait où aller. Chez nous ou ailleurs, bien sûr, mais on peut vous donner le nom que vous voulez. Hein. On vous le vendra d'ailleurs. Hein. Bon, alors ça, l'ICANN avait commencé sur ce terrain, mais en grand. En 2008, ils ont dit on va ouvrir les noms de domaine à tout le monde. Et puis, ce sera fait à la fin de l'année.
Ben, ça a mis 4 ans quand même. Ça a mis 4 ans parce qu'ils sont confrontés à des difficultés qu'ils n'avaient pas prévues. C'est que souvent les noms de domaine, c'est des marques. Les marques sont protégées par des organismes internationaux comme par exemple le WIPO, le World Intellectual Property Organization. Donc ça pouvait venir en conflit avec l'ICANN, etc. Tout ça, c'était long à régler. La manière dont les gens pouvaient choisir leur nom, enfin, la bureaucratie a commencé à devenir assez obèse. Et finalement, ça a été ouvert en 2012. Et c'est pas encore... il y avait 1900 requêtes pour ça, il y en a plus de 1400. Les autres ont abandonné. Et voilà. Bon, donc c'est le nouveau... En principe, c'était la nouvelle Eldorado pour l'ICANN, mais en réalité, je crois qu'ils n'ont réussi à obtenir que 2 minutes. Ah bon, d'accord, ok. Alors, ça, un exemple, vous pouvez vous connecter à un site où il n'y a pas un WA ou bien point pirate, vous voyez, ça n'a rien à voir avec, les règles habituelles. Maintenant, les marques sont souvent donc des marques de société. Ben, ça permet d'avoir un Internet parallèle pour une société. Ça permet de contrôler la distribution, les noms, et de s'assurer qu'il y a plus de contrôle que dans l'Internet naturel, dans l'Internet gigantesque des États-Unis. Alors finalement, il y a aussi l'espionnage, bien sûr, qui traîne là-dedans. En termes des objets, on en parle beaucoup. Les petits objets, on les connecte, gadgets, frigos, etc. Mais ça peut être plus sérieux, des drones, par exemple. Et puis les trucs d'espions, les capteurs. Alors, il y a un peu de normes là-dessus, c'est le RFID, vous avez vu, quand il y a des barres, etc. Et puis, bon, ça marche plus ou moins bien, parce que les codes ne sont pas toujours très bons, mais ça prend petit à petit pas mal d'ampleur, parce que, eh bien, c'est très économique comme moyen de reconnaissance. Ça évite d'avoir des gens sur place, ça évite de former des organisations pour ça. Alors, je vous signale par ailleurs que, je ne sais pas quel jour, parce qu'il a changé de jour, il y a un exposé de Xavier de Porté, je crois, sur les nano-objets, nano-robots. Ça devient fascinant, parce que ça veut dire qu'au niveau de la taille moléculaire, on aura des objets qui vont pouvoir être raccordés à l'Internet. Bon. On ne sait pas encore très bien toutes les conséquences, notamment sur la santé, mais enfin, c'est intéressant à suivre. Donc ça, c'est en route. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau quotidien maintenant, dès qu'on fait de l'industrie, il faut des identifiants, des numéros de ceci, numéros de processus, numéros de produits, numéros de facture. On marche qu'avec des numéros. Alors pour ça, il y a les gentils, comme sont Google, Microsoft, etc. Ils sont tout prêts à vous offrir leur système gratuitement au départ pour gérer vos identifiants. Puis après, évidemment, vous aurez des contraintes, il ne faudra pas utiliser ceci ou cela, puis ça commencera à être payant, puis ainsi de suite. Puis ils seront en concurrence, ils n'auront pas les mêmes normes. Enfin, vous connaissez le système. C'est le système qui consiste à mettre un pied dans la porte, et puis petit à petit, vous êtes en prison. Hein. Donc ça, c'est stratégique, et ce qu'il faut, c'est que les métiers restent, je ne dirais pas possesseurs, mais qui gardent la maîtrise du développement de leurs identifiants, parce que c'est l'ADN d'un identifiant, les identifiants. L'ADN d'une société ou d'un métier. Futur Internet, bon, le problème c'est d'avoir de plus en plus d'informations, big data, plus il y a d'informations, plus on est content. On ne sait pas toujours ce qu'on en fait. Bien sûr, il y a les problèmes de propriété intellectuelle, et les problèmes de validation, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que ça vaut, ça c'est des problèmes courants. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de l'Internet actuel ? 40 ans d'âge ou plus, c'est obsolète, complètement obsolète, sans sécuriser. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors ça fait 10 ans qu'on se pose la question déjà. Il y avait aux États-Unis le projet Genie. Bon, il a disparu de Google, ça veut dire que il n'a pas vraiment donné ce qu'on en attendait. Donc maintenant, moi je considère que celui qui est le mieux placé pour ça, c'est un projet qui s'appelle RINA, 2 mots de plus, qui a été développé aux États-Unis et en Europe, avec des fonds aussi de l'Union européenne, donc il est politiquement pas trop mal placé, qui serait complètement révolutionnaire de ce point de vue-là. Donc ça, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, l'architecture n'a pas changé par rapport aux années 80. Vous avez toujours des clients serveurs. Vous vous connectez, vous allez sur un serveur. Oui, d'accord, il y a la techno, vous faites des tas de choses, mais du point de vue architecture, ça n'a pas changé. C'est l'architecture d'il y a 40 ans.
Alors les lobbies, évidemment, les lobbies sont plus puissants que les États. Et ce que les États-Unis voudraient bien, c'est qu'on passe des contrats entre pays et lobbies, vous voyez. Comme ça, ils peuvent vous coller des milliards d'amendes. Un petit pays comme par exemple la Belgique, hein, ou l'Indonésie, ben, il est grand le pays, mais enfin, il a moins d'argent. Donc c'est un peu leur politique, c'est d'enferrer les gens, le monde, dans un certain nombre de relations bilatérales avec leur GAFA. Alors ça, c'est inquiétant parce qu'il faut avoir de l'argent pour se bagarrer. Et d'une manière générale, ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse passer dans les lois des pays leurs privilèges, notamment en matière de propriété industrielle, en matière on pourrait dire de choix quand il y a des disputes, qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors, il y a toujours de bonnes idées derrière, bien sûr, il faut protéger les enfants, là, tout ça, c'est du baratin. C'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on appelle des feuilles de vigne. Hein. La réalité des choses, c'est le commerce. Alors, il y a l'espionnage de masse. Bon, ça a commencé en 2002, par là. C'était connu de tous les gouvernements, en fait. Hein. Quand on dit Snowden a tout révélé, bon, il a révélé à ceux qui ne voulaient rien voir, mais c'était connu d'avance. Ça a été même publié par le New York Times en 2005, oui. Et c'est un ingénieur d'ATT qui avait levé le lièvre en 2002, et quand il a quitté ATT, aucun journal américain voulait le publier. Bon. Donc tout ça, c'était quand même un vaste complot, et en pratique, c'est utilisé maintenant partout, pratiquement dans tous les pays qui ont l'argent pour le faire, des moyens d'espionner les gens, d'enregistrer tous leurs profils, etc. Bon. Alors évidemment, il y a eu des trucs qui ont foiré, hein, des prêts de traités américains, SOPA, tout ça, ça a été tué par des pétitions. Hein. Et le prochain, c'est TPP, Pacifique. Et TPIP en Europe, c'est TAFTA. C'est des systèmes draconiens où vous n'avez pas le droit de rien faire quand vous avez signé. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser les votes la force citoyenne, dont vous avez entendu parler ce matin déjà d'ailleurs. Il faut se manifester au niveau politique, hein, et au niveau mondial si possible. Et organiser la défense, l'anonymat, le chiffrement. Organiser la profession, s'il faut se défendre à un niveau plus vaste que le pays ou même que la région. Et bon, il n'y a pas les caractères chinois là, il devrait y sortir, tant pis. Bon, alors, les Chinois, vous savez, ont la réputation d'être extrêmement autoritaires, etc., fermés. Mais on fait pareil. On le fait de manière moins voyante peut-être, mais finalement, tout ce qui se passe dans l'Internet aujourd'hui, ça part du même principe d'espionner tout le monde, d'autoriser ou interdire sur tous les domaines. En fait, nous sommes devenus des colonies. Les colonies, ça consiste à un pays qui vous exploite, il améliore votre truc et puis il vous le revend, hein, c'est tout. Airbnb, Uber, etc. Hein. Non, pas Blablacar, ça c'est français pour une fois. Alors, ce qu'il faut, c'est en fait, c'est vous revendre ce que vous avez fait en ajoutant un emballage. Et puis, surtout, ce qui est grave, c'est que c'est leur droit qui devient le droit international. Donc, il vous faut des avocats, ainsi de suite. Bon. Et ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est d'abord qu'on se rassemble. Il faut une nouvelle plateforme Internet, ça on le sait. TCP/IP est totalement obsolète. Et il faudrait que ce soit ciblé, non pas de l'arrosage comme on fait aujourd'hui, mais avoir un projet avec des finalités à réaliser. Bon. Et puis augmenter le chiffrement pour tout le monde. Bon. Mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas vous attendre à ce que les États-Unis changent de point de vue. Vous perdez votre temps. Ils savent qu'ils ont la puissance, ils savent qu'ils ont, on pourrait dire, la non-responsabilité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de compte à rendre. Donc il faut mettre en place votre système de défense, avoir votre propre annuaire, avoir votre propre, je dirais pas forcément le propre chiffrement, mais enfin mettre en place des systèmes de protection. Et ouverture ça aux petites sociétés, parce qu'aujourd'hui elles sont complètement marginalisées avec les tarifs de l'ICANN, et remettre la normalisation dans le cadre de l'ISO, et non pas dans le cadre actuel des États-Unis. Voilà, bon, merci.